Et on y va. Bonjour à tous, je m'appelle Hailey. Je suis une membre du comité qui a organisé cette conférence. Avant de commencer cette seconde séance, je veux remercier les commanditaires de cette conférence. C'est Pain BC, Douleur BC, la stratégie pour de la recherche orientée pour les patients et le réseau de douleurs chroniques, le, l'Institut canadien de recherche canadien de musculaire et squelettique et de l'arthrite, le partenariat de l'engagement de partenariat entre patients qui ont une maladie chronique et Santé Canada. Et aussi, beaucoup de nos présentateurs vont partager des histoires et des récits de leurs propres expériences personnelles. Les opinions exprimées ne représentent pas forcément les vues ou les opinions de Douleur Canada ou même de nos commanditaires, bien sûr. Rappelez-vous aussi que ces séances vont être enregistrées. Elles seront disponibles après la conférence sur la chaîne YouTube de Pain Canada ou Douleur Canada. Donc, bienvenue à la deuxième séance sur art et histoire, narration numérique. Cette session aujourd'hui sera enregistrée. Il y aura de l'interprétation et des sous-titres aussi dans les deux langues. Si vous ne savez pas où le trouver, c'est en bas avec, il y a une option avec écrit CC. Vous pourrez choisir la langue de votre choix. Donc, je veux que vous accueilliez et Ada Goldstein, s'il vous plaît. Veuillez l'accueillir. Merci, Hailey. Merci. Bienvenue à tous sur cette séance sur art et histoire. Et donc, tous ces liens communs qu'on a qui font la douleur chronique. Et je veux reconnaître que je suis sur la terre pour partager ces histoires sur le territoire non cédé des Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, ces différentes nations. On a beaucoup de gratitude aux personnes autochtones, à leur passé et ceux du présent et du futur qui continuent à vivre et s'occuper et qui sont les garants de cette gardien de cette terre. Aujourd'hui, on va partager des narrations numériques qui sont très personnelles, il y en aura 8 qui vont être présentées dans cette conférence. Les autres 4 étaient mardi. Là, on va en avoir 4 aujourd'hui. Chaque narrateur a participé à un projet de narration numérique pour explorer l'expérience vécue de douleurs persistantes et l'impact que ça a sur notre identité. Ces histoires vont peut-être évoquer ou faire monter des émotions fortes ou des réponses inattendues. Alors, s'il vous plaît, occupez-vous de vous. Faites attention à vous quand vous regardez ça, que ce soit changer de position, prendre une petite pause ou revenir plus tard. Toutes les séances sont enregistrées, comme Hailey a dit, et sont disponibles pour être visionnées à votre propre rythme et le moment que vous choisissez. Pour apprendre plus sur les narrateurs qui sont impliqués, vous pouvez voir les bios qui sont fournis. Si vous avez des commentaires ou des retours que vous voulez faire au narrateur, vous pouvez utiliser là en bas le bouton questions-réponses. Et aussi, sentez-vous libre d'utiliser des emojis à n'importe quel moment durant la présentation. Tout retour sera partagé avec les narrateurs et ça va aider pour la planification de futurs événements. Alors, on va commencer avec notre première histoire qui est intitulée Trouver mon équilibre de Gillian Banfield. Quand j'avais 8 ou 9 ans, le rhumatologue a dit à ma mère qu'elle ne me croyait pas quand je disais que mes jointures me faisaient très très mal. Il ne voulait pas me croire. Le docteur tenait toujours ma main dans sa main
Elle palpait chacune de mes jointures. Elle essayait, avec un sourire encourageant, elle essayait de regarder mon visage. Elle essayait de trouver la douleur dans mon visage. Elle pensait que je mentais. Ses mains étaient froides. Et donc, et comme toutes les pièces où j'ai été examiné depuis plusieurs années, très froides, je me souviens pas de cette douleur. Ça a commencé vraiment très tôt, avant même que je puisse parler finalement. Alors, pourquoi s'attendre à ce que je comprenne toute une partie normale de ma vie comme quelque chose de d'étrange? Il y a une photo de moi, j'avais à peu près 2 ans, assis sur le plancher avec une jolie, je tenais un petit lapin rose et je regardais la caméra dans une petite robe de soirée. À cet âge, je commençais à apprendre que ce qui arrivait à mon corps, les choses difficiles, c'était difficile aussi pour ma famille. J'avais déjà commencé à apprendre que d'être une gentille fille, c'est de cacher des parties de moi qui étaient dures pour les autres. Je ne voulais pas que ma famille soit malheureuse et je voulais pas être un poids pour elle. La douleur, ça a vraiment formé mon identité. Ça fait que récemment que j'ai commencé à un peu comprendre ce qui m'est arrivé. De reconnaître ma douleur, apprendre à la reconnaître et le rôle qu'elle joue dans ma vie, ça m'a aidé à définir et comprendre qui j'étais. Ce n'est pas quelque chose de bien tranché. C'est vraiment comme ça que la vie fonctionne. C'est pas, la douleur fait partie de moi et elle arrive à faire ressortir les autres parties de moi finalement. Quand la marché est devenu de plus en plus douloureux, difficile, j'ai fait du vélo. J'ai trouvé un autre moyen de me déplacer dans la ville, d'aller dans la nature et une autre façon de créer des connexions avec ma communauté. Mon amour du cyclisme a fait que j'ai beaucoup revendiqué pour les cyclistes et pour créer des communautés où tout le monde peut vivre la liberté de mouvement qu'apporte le vélo. Mon travail de revendication m'a fait que j'ai trouvé du sens, des amitiés, beaucoup d'opportunités d'apprendre et de grandir. Je n'essaye pas de cacher ma douleur ou de la réprimer. Souvent, je sacre après plusieurs jours et j'en ai peur. Je sais qu'il y en aura encore et que le reste de ma vie va être où je vais être obligé de la gérer. J'essaye de m'asseoir et de rester avec cette tension et de me dire que le reste de mon corps existe aussi à cause de cette douleur forte que j'ai avec la douleur. Merci, Adam, merci énormément. Gillian, merci. Alors, la prochaine histoire de Niki Chopra, ça s'appelle L'autre côté de la douleur. Je suis arrivé dans ce monde avec beaucoup de questions et de douleurs. Je suis né avec des reins qui ne fonctionnaient pas, un corps qui était, des os qui étaient brisés, un corps qui ne répondait pas. Et alors moi, j'ai fait que des visites à l'hôpital quand j'étais petit. Et avant que je connaisse les contes de fées, je connaissais les antiseptiques. Je connaissais, on me piquait tout le temps. Je savais ce que c'était quand votre peau devient bleue. Je ne pouvais pas marcher pendant 2 années. Mais ce qui est pire que la douleur, c'est la façon dont les gens me regardaient. Pourquoi tu marches comme ça? Pourquoi tu es si petite? Mais c'est quoi quel est son problème à cette petite? Alors je commençais à les croire. Je commençais à rêver. J'ai arrêté de rêver, j'ai arrêté d'essayer parce que la douleur chronique n'était pas juste dans mon corps, elle bougeait et elle s'est immiscée dans mon identité. Je suis devenue la fille qui ne pouvait pas, celle que les gens regardaient mais ne voyaient pas tout à fait. J'étais comme invisible. Et le rejet était familier. Même l'amour avait l'air étrange parce que moi, j'avais l'impression qu'il y avait que de la pitié.
Et un jour, j'ai gagné une compétition d'équitation et pendant un moment, je me sentais puissante. J'étais vue. Et ensuite, je l'ai vu. Un homme dans la foule qui m'a regardé comme si j'étais quelque chose à essayer de comprendre, pas quelqu'un à célébrer. Un regard. Et toute cette petite puissance que j'avais accumulée s'est effondrée. Et c'est là que la douleur est devenue mon identité, pas de façon consciente. J'ai commencé à avoir une présence de moins en moins présente finalement. Je parlais moins fort, je m'enveloppais dans l'invisibilité parce que ne pas être vu, je me sentais plus sûr, plus en sécurité que si on me regardait. Je vivais pas juste avec la douleur, j'étais la douleur finalement. Mais quand on tape dans le fond, c'est que c'est solide quand on touche le fond. Et moi, j'ai choisi de me reconstruire. Donc, avoir de la compassion pour soi, avoir un état d'esprit, avoir de la rage, se détendre, c'était pas facile, mais c'était pas linéaire, mais ça m'appartenait. Et doucement, j'ai commencé à me reconnecter avec ce but. Petit à petit, j'ai enlevé les étiquettes qui m'avaient été posées et, et d'être cassé, d'être tout ça. Et, je méritais mieux, je me suis dit. Et j'ai commencé à me rencontrer et à me connaître au-delà de la douleur, au-delà du diagnostic, au-delà des regards des autres. Aujourd'hui, je vis dans un corps qui a toujours de la douleur, mais il ne m'appartient pas. La douleur chronique fait toujours partie de mon histoire, mais ce n'est plus le titre de mon histoire. Je ne réduis plus, je ne disparais plus, je ne m'excuse pas de prendre de la place. Je ne suis plus la petite fille qui a de la douleur et qui a mal. Je suis la femme qui s'est relevée et je marche avec fierté, je fais le tour du monde et je bouge avec un but. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas votre diagnostic, vous n'êtes pas invisible, vous n'êtes pas trop, vous êtes en devenir. Il y a un autre côté, aspect de la douleur et moi, je suis positionné exactement là. Ouh, c'était quelque chose. Alors, notre prochaine histoire, la troisième dans la séance, est intitulée Masiki de Jenny Lorca. La douleur, c'est une langue qui va au-delà des mots. Mais en tant que personne d'origine philippine qui est née au Canada, c'est une des seules langues que je parle. Le masakit, c'est un mot qui est tissé dans qui a été, comme on fait du crochet, a été mis dans mes sinus. Masakit. J'ai 5 ans, je cours après mon cousin dans les escaliers, j'ignore le cri de mes parents. Ils disent, tu vas tomber. Je glisse et je tombe sur chacune des marches très dures et j'arrive en bas. Massakit, je crie. Massakit. Ça fait très mal. J'ai mal. Toute ma vie, j'ai jonglé avec cette identité des Philippines pour essayer, parce qu'il me manquait cette clé de la langue pour le vivre. Est-ce que vous parlez la langue?
Oui, je suis des Philippines, mais je ne parle pas la langue. Je ne sais pas comment. Ils disent la noix de coco. Et je dis oui, masaket. Soigner, soigner les gens qui sont mal. Alors, 40 ans après être tombé dans les escaliers, je suis à côté d'un patient, près de son lit. Je lui pose des questions. Je lui dis Masakit. Ce patient pourrait être un membre de ma famille. Sa fille n'arrive pas à communiquer, elle lève la main parce qu'il y a juste la langue qui reste. Elle regarde l'anglais de sa mère qui s'en va au fur et à mesure qu'elle arrive à la fin de sa vie. C- Cette fille pourrait être chacun de mes cousins, chacun d'entre nous qui sommes nés ici, qui sont gentiment assimilés comme une rangée de noix de coco. Ce patient, cette personne, pourrait être ma mère, cette patiente. Cette fille pourrait être moi. Nous sommes un ou nous ne faisons qu'un. Alors des douleurs qui chauffent, deviennent des maîtres. Tout peut les déclencher comme une mine qui explose. Et ce qui fait que je suis obligé de me réorienter, de me rassembler. Qu'est-ce que j'ai mangé? Comment j'ai dormi? Est-ce que j'en ai trop fait aujourd'hui? Cette dispute avec mon mari a déclenché cela? Est-ce que je suis... Pourquoi je suis triste, anxieuse, fâchée, en colère? Pourquoi? Après les événements du festival à Vancouver, la douleur de mon corps a été frappée par toutes ces mines, des muscles serrés, enflés, des jointures gonflées. J'avais des pointes dans le ventre. Chaque pas, c'est comme marcher sur du verre ou des lames des rasoirs. Le système nerveux, tout est électrique et fâché, en colère. Et je suis en deuil quelque part. Quelque chose, quelque chose que je ne peux pas nommer est arrivé dans ma communauté des, des Philippines et dans la plus grande communauté. Et là, son impact, la douleur qui vient avec, continue de ressortir dans mon corps, de se refragmenter dans mon corps. Comment est-ce que je pouvais ignorer la collision de l'invisible et du visible, de ma douleur et de mon origine philippinoise, alors que tout est tissé ensemble, en fait? Comment? Un rassemblement familial, je me repose beaucoup sur ma canne. Je bouge de façon un peu maladroite peut-être. Et ma cousine remarque, elle dit, Masakit, je dis oui de la tête. Mais est-ce que tu peux le supporter? Est-ce que tu arrives à le supporter? Je ne sais pas, je lui réponds. J'espère.
Merci beaucoup, Jenny. Merci énormément. La dernière narration numérique ce matin, c'est de Seina Gordon. Elle est intitulée Zena. Les attentes étaient élevées pour moi quand j'étais jeune. J'étais élevé comme une fille et il y avait beaucoup de pression par rapport à ce que ça aurait été si j'avais été un garçon. Pour cette raison, je voulais pas vraiment être remarqué en tant que fille. Il y avait la beauté, puis l'intellect et la cervelle, c'était plus pour les garçons. Moi, je voulais être remarqué pour mon esprit, pour mon intellect. Mais quelles que soient les choses que je faisais pour être remarqué comme un garçon, ça ne marchait pas. Quand j'étais une jeune, les pères étaient seulement impliqués dans la discipline. J'étais élevé donc surtout par ma mère et ma grand-mère. Si vous pouvez lire et comprendre les mots, vous pouvez faire. Donc, il faut être raisonnable, rationnel. Il faut penser de façon critique, avoir des opinions et être bienveillant et penser comme un garçon. Alors, j'ai quitté la maison comme une jeune fille. J'étais une femme monoparentale. J'ai commencé à avoir beaucoup de douleurs. Alors, j'avais du mal à tenir les enfants par la main. Je lâchais tous les stylos de mes mains. J'avais peur et je luttais. J'avais du mal à admettre que j'avais de la douleur. Un homme n'admettrait pas d'avoir ou ne succomberait pas à de la douleur. Donc, admettre que j'avais besoin de l'aide, c'était très difficile. Grand-mère disait, la douleur, c'est de la faiblesse. Ne montre jamais ta douleur. Et mon, ben, mon préféré, si vous cherchez de la sympathie, vous la trouvez entre la merde et la syphilis dans le dictionnaire. C'est vraiment du super conseil. Mais il fallait que je fasse quelque chose. Les docteurs, les spécialistes, les examens, les diagnostics, les médicaments. Ça a pris du temps, puis ça m'a changé, ça m'a altéré. Les médicaments m'ont fait agir, vieillir. J'ai perdu des dents, j'ai pris du poids. Mes cheveux gris ont commencé à s'amincir. Mes yeux sont devenus plus ternes. J'ai changé d'une manière. Donc, si j'étais homme ou femme, qu'est-ce que ça veut... Ce qui était important, c'est comment je gérais mon voyage, ce voyage. Certaines des phrases que j'ai apprises dans le mot de mes ancêtres, j'ai mis mes bottes, j'ai remonté mes pantalons et je me repose maintenant sur qui je suis. Et j'ai appris sur ma condition en faisant de la recherche. Le soutien est raisonnable. J'ai des discussions avec mes médecins. Je trouve que c'est difficile, la vérité que j'ai apprise. J'ai un mari qui me soutient, des amis, j'ai toujours du mal quand je tiens la main de mon petit-fils. C'est comme ça que je le gère et personne, c'est mon corps, il m'appartient. Je ne suis peut-être pas un personnage mythique puissant, mais mon éducation a fait que j'arrive à maîtriser ma vie et je pense que je fais un bon boulot jusqu'à présent.
Merci énormément, tous les conteurs et tous ces narrateurs. Et on est content que les trois des quatre sont là. Gillian est là, Nikki est ici, mais elle n'arrive pas à d'apparaître sur l'écran, mais on entendra sa voix. Mais Jenny est là. Nazana ne pouvait pas être là. Alors peut-être que je vais demander aux trois d'entre vous qui sont là, quelles sont vos impressions aujourd'hui? Comment vous vous sentez aujourd'hui quand vous regardez toutes ces histoires que vous avez créées et les autres, ces narrations? Je vais commencer avec Gillian, par exemple. Ça te va, Gillian? Ben merci, Ada. Pour moi, on a fait ces histoires cet été, on les a montées. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas regardé. Puis je crois que je suis reconnaissant que je l'ai comme une sorte de ressource pour moi, pour puiser et avancer. Quand je l'ai fait, je pensais à ça comme quelque chose d'un peu égoïste, je trouvais au départ, en parlant de ce que j'ai vécu. Mais aussi, j'ai regardé les bonnes choses qui sont ressorties de ces expériences finalement. Et je pense que là, en ce moment, présentement, quand je fais face à de la douleur et d'autres chirurgies, je suis contente que j'ai cela et ça peut aider à me recentrer quand j'avance là-dedans. Et j'étais très reconnaissante d'écouter et de voir les autres histoires aujourd'hui, les autres narrations numériques. C'est vraiment un groupe formidable de travailler avec eux, de voir autant de diversité, puis tous ces commentaires, tous ces liens en commun qu'on a. Donc, je suis très privilégié d'avoir fait partie de ce processus. Merci beaucoup. C'est très émouvant et ça me touche beaucoup et merci de partager votre sagesse. Niki, alors, dis-nous comment c'était pour toi aujourd'hui de regarder en arrière. Bonjour, je suis Niki et premièrement, je suis très content d'être ici. Quand je regarde je me retourne sur mon histoire, ça m'a rappelé, il y a quelques années, je ne pouvais pas marcher. Puis je ne savais pas si j'allais marcher, mais maintenant, je vis une vie très active et pleine de sens. Et en tant que coach en douleur, j'ai pu aider d'autres dans leur vie et qui trouvent de la liberté dans cette douleur quelque part. Je pense que cette histoire que j'ai créée pour la conférence, c'était pas juste ma lutte à moi. C'est pour parler d'espoir. C'est qu'est-ce qui se passe quand comme on arrête de se regarder comme quelqu'un de brisé, puis que on pense que la guérison et la croissance peut exister même avec la douleur. Alors ici, un message que je veux vous laisser, c'est pas juste de ne pas avoir de douleur ou d'être libre de la douleur, c'est de trouver de la liberté dans la douleur. Merci d'écouter et j'espère que mon histoire peut vous rappeler que vous aussi, vous avez le pouvoir de faire ces changements-là. Merci, merci énormément. C'était un message très inspirant. Et Jenny, à toi maintenant. C'était comment pour toi? Ouf. Je ressens tellement de choses que, comme Gillian a dit, ça fait plusieurs mois que on y pense et on rêve là-dessus et on angoisse un peu et on rassemble de l'information, puis on plonge profondément et on s'y attendait pas à un plongeon aussi profond. Il y a des images magnifiques et des métaphores qui sont très belles. Puis on découvre encore tout ceci au fur et à mesure que moi je regarde cela et alors je suis frappé par je suis transporté ça me ramène à quand j'ai créé ça au départ. Et aussi, toute cette conférence a été pleine ça m'a amené à des endroits un peu vulnérables quelque part, et celui-là en particulier quelque part. Je suis très reconnaissant d'être ici et merci Sandra, Sadia, Divya, Eda, et Gillian, et Nikki, Zana, tout le monde. Est-ce que Vassalissa, j'oublie quelqu'un? Je sais que j'oublie quelqu'un. Voilà. Merci. Je suis contente de faire partie de tout ceci.
Merci, Ada. Et merci à toi. Oui, tu parles pour beaucoup d'entre nous et comment tu te sens et comment moi aussi, là, j'ai du mal à... ça me touche beaucoup. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui de travailler et qui ont partagé ces histoires. Chacune représente des heures et d'efforts techniques et on apprécie beaucoup le courage et votre vulnérabilité, votre créativité en tant que narrateur. Si la session d'aujourd'hui vous a résonné en vous, on veut que vous joigniez un événement en ligne le 29 janvier 2026 de 10 heures du matin à 12 heures Pacifique. Heure Pacifique, que ça va mettre en lumière le projet de narration numérique et offrir une opportunité de parler avec les narrateurs. Découvrez comment la narration peut avoir un impact sur la recherche, les soins de santé, la défense et la guérison, offrant ainsi une opportunité de réfléchir, de partager des idées et d'apprentissage pour les professionnels de la santé. Nous espérons vous voir là-bas. Merci encore une fois de votre participation à cette session. Merci beaucoup d'avoir partagé ces histoires et de présenter en quelque sorte votre parcours et ainsi d'avoir donné des visuels sur comment la douleur s'est manifestée pour chaque individu, comment c'est différent et comment est-ce que ça pourrait nous impacter dans l'ensemble. Je voulais aussi mentionner à tous les participants que ces sessions seront enregistrées et vous pouvez les revoir plus tard. Avant de terminer cette session, nous allons prendre une pause et revenir dans 15 minutes. Vous pouvez consulter et vérifier la zone des exposants sur la plateforme Zoom et nous allons reprendre la prochaine session qui aura lieu dans 15 minutes. La prochaine session intitulée Les connexions sociales et le soutien par pair. Nous vous prions de revenir à temps. Puisque la session est interactive, vous serez mis dans différentes salles de sous-communication en fonction du groupe que vous avez sélectionné. Et encore une fois, revenez dans